Bonjour, bienvenue dans Pause Sexo. Salut Céline. Salut Pascal. Ça va, tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Écoute, très très bien. Je suis ravi des épisodes qu'on a fait jusqu'à maintenant. Moi aussi. Donc, je rappelle pour celles et ceux qui nous écoutent que tu es psychiatre, sexologue, tu es l'auteur de 2 livres, La sexualité masculine dans tous ses ébats et la sexualité féminine dans tous ses ébats, édité chez Fayard. Et ensemble, on a décidé un peu de parler de sexualité sans se lâchant, quoi. Oui, sexualité de façon libre et sans tabou. Exactement. Et après avoir exploré le plaisir, le désir, le clitoris, aujourd'hui, on va s'attaquer au pénis. Sexe masculin. Ah. Tout à fait, au pénis. Eh ben super, allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le pénis? Vas-y, dis-moi, éclaire-moi, apprends-moi des choses. Pourtant, j'en ai un, mais je crois que je ne sais pas tout dessus, loin de là. Alors déjà, c'est quand même une source d'inquiétude, beaucoup. À la fois d'inquiétude et à la fois de fierté pour les hommes. Et d'inquiétude parce que les hommes sont soumis à un mécanisme qui s'appelle l'érection et qui est un mécanisme réflexe automatique, donc non soumis à la volonté. Donc c'est toujours étrange de devoir faire face notamment à possiblement des troubles de l'érection, qui sont des phénomènes qui arrivent tout le temps chez tous les hommes, au moins une fois dans leur vie, voire régulièrement. Donc trouble de l'érection, c'est quand il n'y a pas d'érection, ou au contraire quand il y a des érections compulsives, ça existe aussi, c'est aussi un trouble, ou il y a des gens qui sont tout le temps en érection par exemple? Il y a des gens qui sont tout le temps en érection, non pas tout le temps, parce que si tu es tout le temps en érection, ça s'appelle un priapisme. Et ça, c'est le priapisme, c'est un trouble qui est très dangereux, parce que ça peut, certains priapismes peuvent entraîner des nécroses du pénis. D'accord. Donc quand l'érection dure en moyenne globalement plus de 2-3 heures, c'est une urgence. Il faut aller à l'hôpital et voir s'il n'y a pas un problème, parce que à force, ça peut entraîner vraiment une nécrose du pénis. D'accord, donc trouble de l'érection, c'est quand il y a un problème d'érection, donc pas d'érection, érection difficile, érection qui tient pas. Voilà, qui tient pas, qui vient pas, qui est pas assez rigide pour permettre la pénétration notamment, voilà. C'est des choses comme ça. Donc ça, c'est une source d'inquiétude, surtout qu'on est aujourd'hui dans une sexualité qui malheureusement a pris un côté un peu performance. Mais avec notamment avec comment dire, les femmes qui sont de plus en plus demandeuses et désireuses d'avoir du plaisir, avec cette révolution sexuelle qui s'opère aujourd'hui, donc les femmes, elles ont envie d'avoir du plaisir. Et donc, elles réclament le plaisir. Alors qu'avant, elles se satisfaisaient finalement d'une sexualité qui était beaucoup moins source de plaisir, voire plus contrainte, voire plus forcée. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui tous les témoignages que l'on a de femmes, notamment dans les couples, qui se sont forcés ou qui se forcent encore en fait à avoir des rapports sexuels avec leur mari et leur conjoint, et qui prennent finalement très peu de plaisir. Donc l'orgasme, c'est encore quelque chose qui est même pas demandé. Enfin, je veux dire, voilà. Et donc progressivement, ce qu'on assiste, c'est quand même une révolution du plaisir féminin. Et ça va avec une pression supplémentaire mise sur la tête des hommes, qui est donc, en plus de moi devoir bander, il faut que je donne du plaisir à ma partenaire. Et on a dans l'idée encore très ancrée aujourd'hui que la façon de donner du plaisir à sa partenaire, ce serait par la pénétration. Donc forcément qu'il faudrait une érection qui tienne longtemps, et qui tiennent suffisamment longtemps pour que la partenaire ait du plaisir. En sachant que, globalement, pour qu'un homme ait un orgasme, plus exactement une éjaculation, parce qu'on verra que orgasme et éjaculation ne va pas forcément de pair. Pour qu'un homme ait une éjaculation, il faut entre 3 et 8 minutes de pénétration. Ça, c'est globalement de la statistique moyenne. Pour une femme, ça va plutôt être entre 20 et 40 minutes. Donc, ça veut dire de pénétration. Donc, s'il n'y a pas de stimulation du clitoris, en l'absence de stimulation du clitoris. Non, mais c'est globalement. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes timings. Mais pas du tout. Il y a 12 minutes de creux, là. Et puis, en plus,
on sait aujourd'hui, et c'est important de le répéter encore, que la pénétration n'est pas le moyen le plus simple pour donner du plaisir et pour donner un orgasme à une femme. C'est-à-dire que la majorité, l'immense majorité des femmes n'ont pas ou très peu d'orgasme par pénétration. Donc, certes, il y a une performance que l'on demande aux hommes, enfin qu'ils se mettent eux-mêmes sur le fait de donner du plaisir aux femmes, mais il faut qu'ils s'enlèvent de l'idée que cette performance passe par la pénétration et donc par l'érection. Voilà, c'est ce que eux ils ont à faire. Donc, ils s'enlèvent de l'idée que ça passe par l'érection. Cette idée que tu traduis, donc que l'homme il voudrait donner du plaisir par l'érection, est-ce que c'est pas minoritaire, parce qu'on a quand même l'impression dans le discours des femmes que les hommes ils s'en foutent un peu du plaisir. Enfin, les hommes qui s'intéressent au plaisir des femmes sont minoritaires et que, en vrai, la majorité des hommes, ils ont des relations pour des fins de plaisir à eux-mêmes. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est que eux aient du plaisir avant tout. Alors, honnêtement, ce n'est pas du tout mon expérience en tant que sexologue. D'accord. Mon expérience en tant que sexologue, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que les hommes qui viennent consulter, ce sont toujours des hommes qui viennent consulter parce que ils veulent donner du plaisir à leur partenaire et que leurs troubles sexuels les en empêchent. Ils ne viennent pas consulter pour eux. Ils viennent consulter la plupart du temps parce que ils sont en couple et que ils sont très frustrés et malheureux de ne pas donner autant de plaisir à leur partenaire qu'ils aimeraient. Donc non, moi je trouve que les hommes sont pas égoïstes en termes de plaisir. Alors bien sûr, il y en a, je veux pas dire, mais globalement, ça c'est en train de changer, et notamment dans les jeunes générations. Je trouve que vraiment ça c'est en train de changer. Mais évidemment qu'on en trouve toujours des hommes qui vont chercher leur propre plaisir. Oui. Et en même temps, je pense vraiment que c'est quelque chose qui doit être normalisé. C'est-à-dire que on sait très bien que pour ressentir mieux les choses et pour augmenter ses sensations, que l'on soit un homme ou une femme, pour augmenter ses sensations, on a besoin de se concentrer sur ce que l'on ressent. Je prends souvent l'exemple, quand on mange un carreau de chocolat, si on est en train de discuter et avec une copine ou un copain, qu'on a une conversation passionnante et qu'on ne fait pas attention à ce qu'on fait, on peut manger la plaquette de chocolat entier sans avoir même eu la sensation de manger du chocolat, et on se retrouve à la fin de la plaquette, on n'a rien senti du chocolat. Par contre, si on prend un carreau de chocolat et qu'on se concentre vraiment très fort sur son carreau de chocolat, ce que l'on est en train de faire, le goût qu'il a, la texture qu'il a, on va prendre beaucoup plus de plaisir à manger son carreau de chocolat. Pour la sexualité, c'est pareil. C'est-à-dire que si on se concentre sur ce que l'on ressent, que ce soit dans les caresses, dans la pénétration, dans la stimulation externe du clitoris ou du pénis, etc., plus on va se concentrer sur ce que l'on ressent, plus on va prendre de plaisir. Donc, pour les hommes et pour les femmes. Donc, il faut savoir aussi être égoïste dans la sexualité, en se concentrant, et on ne peut pas à la fois se concentrer sur le plaisir que l'on donne à l'autre et sur le plaisir que l'on prend. C'est pour ça que le 69 est une position qui ne va pas me procurer beaucoup de plaisir. Alors ça peut être fantasmatiquement intéressant, mais à terme, on voit très vite que l'un des deux partenaires prend le pas sur l'autre, clairement. Pourtant, c'est une position de partage, puisque c'est une position de partage à donner et à recevoir en même temps. Mais on ne peut pas se concentrer à la fois sur ce que l'on donne et à la fois sur ce que l'on ressent. Ça, c'est très, très, très compliqué. Donc, plus on va se concentrer sur ce que l'on fait, plus on prendra de plaisir. Voilà, D'accord. donc ça, globalement, c'est pour la petite introduction sur le pénis, puisque le pénis, il a ceci de particulier par rapport, par exemple, au clitoris, c'est qu'il a plusieurs fonctions. Donc, il a cette fonction du plaisir, donc dont on va reparler avec de nombreux récepteurs au plaisir à différents endroits du pénis. Tout comme le clitoris, et il a des fonctions dans la reproduction et il a des fonctions dans la miction, c'est-à-dire le fait d'aller aux toilettes faire pipi, chose que n'a pas le clitoris. Donc ça, c'est grosso modo les 3 grandes fonctions du pénis. Donc c'est pas seulement une fonction de plaisir. Okay.
Juste pour la petite anecdote, le mot pénis vient du latin pandeo, qui ça veut dire pendre, alors que le mot verge vient du latin aussi, qui signifie branche souple. Et on verra que le pénis est... donc il n'a pas d'os, le pénis, évidemment, contrairement aux animaux, par exemple, qui n'ont pas de main pour l'introduire, donc forcément, il y a besoin que ce soit très, très rigide. Donc le pénis n'a pas d'os, mais il a des corps caverneux, qui sont des corps entourés d'une membrane très rigide. Et c'est ça, notamment, qui peut se casser. Parce que donc, quand on parle de fracture du pénis... La fracture, ce n'est pas une fracture d'os, évidemment, mais c'est une fracture de cette membrane qui est très rigide. Donc le corps caverneux. Du corps caverneux, oui. D'accord. De l'albuginée, plus exactement. Voilà, donc le pénis, qu'est-ce que c'est ? C'est un organe qui, donc, comme je vous l'ai dit, a plusieurs fonctions, et qui est rattaché dans le corps humain au niveau des os du bassin. D'accord ? Notamment par les ligaments suspenseurs du pénis. Donc on en reparlera des ligaments suspenseurs du pénis parce qu'il y a une technique chirurgicale qui vise à les couper pour essayer d'augmenter la taille du pénis. Bon, ce que je ne recommande pas du tout parce que ça va certes peut-être augmenter la taille du pénis à l'état flaccide. Ça c'est le mot savant pour dire quand le pénis n'est pas en érection. Donc quand il est au repos, c'est flaccide. Exactement, c'est flaccide. Donc à l'état flaccide, mais alors pas du tout en érection. Voilà. Donc ça veut dire que quand tu coupes les ligaments, tu as l'impression que ton pénis il est plus grand au repos, oui, parce qu'il mais pas du tout en érection. Bah non, du tout. Ok, c'est une démarche. Ok. Voilà, donc ce pénis, il est attaché donc aux os du bassin. Ok. Il a 3 grandes parties. Donc ces parties, c'est donc le gland. D'accord ? Ouais. Donc ça, c'est l'extrémité, qui est toujours... donc c'est une zone qui est une zone muqueuse, donc qui n'a pas de poils, qui est toujours plus ou moins hydratée, surtout quand on a un prépuce, donc c'est-à-dire les hommes qui ne sont pas circoncis. Donc ce gland est recouvert à l'état de repos par le prépuce, qui est une membrane qui est là pour protéger le gland, qui est une zone fragile. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la hampe, ou le corps du pénis. Donc ça, c'est la partie la plus importante du pénis. Et ensuite, qui fait suite à ce corps, il y a ce que l'on appelle les racines du pénis. Donc ce sont une partie qui est importante en termes de taille, qui est totalement à l'intérieur du corps. Donc la racine, on ne la voit pas du tout. Pas du tout. La racine, elle est vraiment à l'intérieur du corps, comme la racine du clitoris. C'est-à-dire que c'est exactement la même origine embryologique et les mêmes composants. Dans le corps du clitoris comme dans celui du pénis, on a des corps caverneux et des corps spongieux. Donc la racine du pénis, il y a 2 corps caverneux et un gros corps spongieux qu'on appelle le bulbe. Voilà. Donc on va parler peut-être du gland pour commencer. Oui, comme ça on fait dans l'ordre. Donc ce gland, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une forme de cône, ou elle peut être arrondie ou forme de cône. Ça peut être un peu plus gros que le corps ou un peu moins gros que le corps en fonction de la forme du pénis, puisqu'on verra qu'il y a plusieurs formes dans le pénis. Ça peut être un pénis crayon, un pénis banane, un pénis courbé. Voilà. Donc il y a plusieurs formes. Ce gland est il est délimité délimité du corps du pénis par ce qu'on appelle la couronne du gland et le sillon balano-prépucial. Donc en fait, quand tu as ton pénis, quand tu enlèves le prépuce, tu vois que ton gland, il est séparé du corps par un sillon. Une zone qui est est sous le gland. Qui est sous le gland, exactement, et avec une zone un peu renflée qui correspond à ce qu'on appelle la couronne du gland. D'accord. Et voilà, donc ce gland, il est fait exclusivement de tissu spongieux, puisque c'est ça pour ça qu'il est tout mou.
Ça a aussi un rôle, ce tissu spongieux. Donc c'est le corps spongieux qui fait suite à celui du corps du pénis. Et c'est un coussin de protection, notamment pour quand il y a des rapports sexuels dans la pénétration. Ça fait coussin de protection pour le corps du pénis qui est plus fragile. D'accord. Donc ça a une fonction d'amortisseur. Voilà. Notamment. Je note. Le gland est un amortisseur. C'est notamment une fonction d'amortisseur, mais pas seulement, parce qu'on verra qu'il y a beaucoup de récepteurs au plaisir dans le gland. Oui. Et on verra quels sont les types de récepteurs aussi. D'accord. Donc le gland est, comme je le disais, recouvert d'une muqueuse. C'est la même chose que pour les petites lèvres de la femme. Donc il n'y a pas de poils. Comme le vagin, il y a au niveau du gland ce que l'on appelle un microbiote, le microbiote pénien. Alors ça, c'est des choses qui sont qui sont étudiées depuis très peu de temps. Ce microbiote pénien, ce qu'on appelle donc le microbiote génital masculin, il comprend donc tout un tas de bactéries et il est fort probable que ce microbiote pénien ait à voir avec le déclenchement de vaginose bactérienne chez les femmes. Qu'il y a une sorte d'incompatibilité entre le microbiote pénien et le microbiote vaginal qui entraîne une altération du microbiote de la femme qui est responsable à ce moment-là de l'apparition de vaginose. Donc je rappelle, la vaginose, qu'est-ce que c'est ? C'est une modification dans les nombres de bactéries qu'il y a dans le vagin et qui donc fait qu'il y a un type de bactérie qui va proliférer plus qu'un autre et entraîner des désagréments de type démangeaisons, odeurs, etc. Mais c'est pas systématique. C'est pas systématique, non. Mais ça pourrait être un facteur. Ça peut être un facteur. Qui explique que les femmes aient des vaginoses à répétition. Donc tu veux dire que ça s'explique par l'incompatibilité structurelle du gland avec le... Non, du microbiote. Du microbiote C'est-à-dire du nombre de bactéries, des types de bactéries qu'il y a contenus dans le microbiote du pénis. Ce que je veux dire, c'est que donc c'est lié à une personne ou oui, c'est lié à une personne. Donc si on change le pénis, typiquement, on peut ne plus avoir ce problème. Exactement. D'accord. Donc de partenaire, c'est ce que je voulais dire. De partenaire. On peut pas changer le pénis. Ou alors, si on est très attaché à son partenaire, ce qui arrive quand même assez fréquemment, oui, on peut mettre d'un préservatif. D'accord. Ce qui résout le problème. D'accord. Toujours au niveau du gland, on a ce qu'on appelle le smegma, c'est-à-dire c'est une production de liquide qui peut venir s'accumuler dans le sillon balano-prépucial, qui est un liquide un petit peu blanc, qui parfois peut déranger certains hommes, mais c'est normal. Voilà. Il se produit comme ça. Il se produit, tout au long de la journée, tout au long de la vie surtout. De la vie, d'accord. Même chez l'enfant, avant même qu'il y ait possibilité de décalotage du prépuce. C'est quelque chose qui protège le gland. Il y a donc un liquide, notamment riche en graisse, qui est là pour protéger la peau du gland, la muqueuse du gland, qui est une muqueuse fragile. Un peu comme la salive. La salive était là aussi pour protéger la muqueuse de la bouche. Donc ça, c'est pareil. D'accord, le smegma. Le smegma. Smegma. Avec un M. Ce que peuvent aussi avoir certains hommes, c'est ce qu'on appelle la couronne perlée du gland. Alors ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui peut apparaître à l'adolescence, qui peut faire peur, parce qu'on pense souvent à des maladies sexuellement transmissibles, etc. Ça touche... quand même 40% des hommes jeunes, donc c'est quelque chose qui est assez fréquent. C'est comme des petites bosses, en fait, des excroissances, qu'on appelle des excroissances au niveau de la surface de la peau et au niveau de la couronne du gland, et qui entoure tout à fait tout le gland comme une couronne. Donc ça, c'est sans aucune gravité, il n'y a aucun traitement à faire, ça passe en général avec le temps, ou ça passe pas, mais c'est pas grave. Donc ça, c'est pour l'aspect physique, enfin l'aspect du gland. Donc là, on a vu le gland, le sillon, comment tu l'appelles déjà ? Balano-prépucial. Sillon balano-prépucial.
Et derrière, il y a donc le corps du pénis. Le corps du pénis, donc qui contient le corps caverneux. Le corps du pénis, elle contient le corps caverneux et deux corps caverneux et un corps spongieux. Donc le corps spongieux, comment ça se passe? Il est au milieu et c'est... Oui, je vais en parler tout à l'heure. D'accord, ok. Parce que je voulais finir sur le gland. Vas-y, finis. Excuse-moi, je pensais qu'on avait... je trouvais intéressant parce qu'il y a beaucoup d'hommes. Souvent, les hommes ont plus de mal à aller voir le médecin que les femmes. Oui. Quand même, globalement. Donc, il y a beaucoup d'hommes qui ont des douleurs au niveau du gland, ou alors leur gland est rouge, etc. Et ils ont du mal à les consulter, parce que c'est un peu honteux, parce que... voilà. Donc, on va en parler aujourd'hui, déjà pour qu'ils sachent un peu ce que ça veut dire quand le gland fait mal. D'accord ? Déjà, quand le gland fait mal, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est toujours le signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Un gland normal ne fait pas mal. Donc, si ça fait mal, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fait mal, qui va pas. Alors, ça peut être quoi comme douleur ? Ça peut être des brûlures, des démangeaisons, des sensations d'irritation. Ça peut apparaître d'un coup, ou alors ça peut être plus progressif. Et c'est, la plupart du temps, le diagnostic, c'est une balanite, ce qu'on appelle une infection du gland. Alors, c'est une inflammation. Son origine peut être multiple. Alors, ça peut être effectivement des virus, des bactéries, mais ça peut être aussi un problème d'hygiène, tout simplement. Ça peut être trop ou pas assez d'hygiène, parce que trop, ça marche aussi. Trop d'hygiène, ça peut provoquer des inflammations. Des allergies. Ça peut être des maladies de peau comme l'eczéma ou le psoriasis. Ça peut être des champignons, ça peut être l'herpès aussi. Et la cause la plus fréquente de balanite, d'apparition brutale, c'est un champignon qui s'appelle le Candida albicans. Donc ça, c'est aussi un champignon qu'on le voit très fréquemment chez la femme, qui est à l'origine de vaginite. Donc, le diagnostic est tout simple. Donc, il faut aller chez le médecin et faire un prélèvement pour voir si c'est un champignon. Et le traitement est tout simple aussi. C'est un antifongique à appliquer. D'accord. Voilà. Mais pour savoir ça, il faut aller consulter. Exactement. Quand le gland est rouge, alors quand il fait mal, c'est une balanite dans la plupart des cas. Quand le gland est rouge, c'est à peu près la même chose. Donc rouge, il peut être plus ou moins rouge, faire plus ou moins mal, etc. Mais c'est toujours pareil, c'est pas normal. Donc, et c'est pareil, c'est la plupart du temps dû à Candida albicans. D'accord. Voilà, c'est qu'il y a un champignon. Alors, à quoi il sert le gland dans la sexualité, d'après toi ? Tu as dit amortisseur. Ouais, mais surtout, il sert au plaisir. Donc, c'est le récepteur du plaisir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de récepteurs au plaisir contenus dans le gland du pénis, comme il y en a énormément aussi dans le gland du clitoris. C'est quand même la zone du corps de l'homme qui est la plus sensible au plaisir. D'accord. Ceci dit, il y a encore moins d'études sur le plaisir de l'homme que sur celui de la femme. Il y a très peu d'études, en fait, sur la question du plaisir chez l'homme. Il y a beaucoup d'études sur les mécanismes de l'érection ou les mécanismes de l'éjaculation, notamment parce qu'elles ont été faites par les grandes entreprises pharmaceutiques pour développer les médicaments. Okay. Donc ça, effectivement, il y a eu beaucoup d'argent de donné parce qu'il y a beaucoup de pognon à se faire. Mais sur la question du plaisir, il n'y a pas de pognon à se faire sur la question du plaisir. Ou en tout cas, on n'a pas encore trouvé de traitement qui pourrait améliorer cette fonction de plaisir. Donc finalement, il y a beaucoup d'études qui mériteraient encore d'être faites sur la question notamment des récepteurs au plaisir, etc. On a vu pour le clitoris, d'ailleurs, les dernières études, c'est très récent. Donc le gland, c'est comme le clitoris, je veux dire, il y en a autant, quel est le... Alors on sait pas s'il y en a autant, on pense qu'il y en a un peu moins en densité. Ouais. Parce qu'il est plus gros. Ouais. Donc il y a des terminaisons donc nerveuses sensibles à la vibration, à la pression, au toucher léger, à la chaleur et à la douleur. Par contre, par exemple, par rapport au toucher léger, c'est moins sensible qu'un doigt. C'est-à-dire que quand on touche un gland légèrement avec une caresse, ça va être moins sensible que si on touche un doigt. Donc, ça veut dire qu'il y a moins de récepteurs sensibles au toucher léger. D'accord. Par contre, il y a beaucoup de récepteurs sensibles à la vibration et à la pression.
c'est aussi une raison pour laquelle, aujourd'hui, se développent des sextoys pour hommes, comme le womanizer pour les femmes, c'est-à-dire à l'air pulsé. Ouais. Donc ça se développe aussi pour les hommes, parce qu'on verra qu'il y a beaucoup de récepteurs à la vibration dans le gland du pénis et dans le corps du pénis. D'accord. Voilà. Et c'est, à mon avis, alors ça, je n'ai pas eu d'études dessus, donc c'est mon avis, mais je pense que c'est ce que les hommes recherchent lors des pénétrations et des va-et-vient rapides. Oui, de la pression et de la vibration, bien sûr. Les va-et-vient rapides chez l'homme, je pense, visent à stimuler les récepteurs à la vibration, mais il faut savoir que ça ne favorise pas le plaisir chez les femmes, les va-et-vient rapides. Oui. Voilà. C'est vraiment étonnant, cette incompatibilité de se procurer du plaisir. Enfin, tu vois, tu dis le fait d'avoir des vibrations et d'aller vite, donc favorise le plaisir de l'homme, mais absolument pas de la femme. Donc c'est-à-dire que comme le gland du clitoris est également sensible à la vibration, clairement, il n'y a aucune vibration quand il y a de la pénétration, par exemple. Ouais. Voilà. Alors le prépuce, donc c'est ce morceau de peau qui recouvre le gland du pénis à l'état de repos chez les hommes qui n'ont pas été circoncis. Donc je parle d'hommes qui n'ont pas été circoncis. La circoncision, c'est quelque chose que l'on peut faire pour différentes raisons. La majorité des hommes sont circoncis pour des raisons religieuses, puisqu'on retrouve la circoncision dans la religion musulmane et dans la religion juive, mais peuvent l'être aussi, et l'ont beaucoup été, notamment en France, mais dans d'autres pays aussi, pour des raisons médicales, mais faussement médicales, parce qu'on a beaucoup pensé pendant longtemps que l'enfant devait pouvoir être décaloté dès la naissance, ou dès le plus jeune âge. Alors, ce qui est faux, parce qu'il y a des adhérences naturelles tout au long de l'enfance, et que ces adhérences vont progressivement se disparaître jusqu'à l'adolescence, pour permettre les érections, etc., avec la croissance du pénis, et que finalement, à l'adolescence, il n'y a plus que à peu près 1% des hommes qui ont ce que l'on appelle un phimosis, c'est-à-dire un prépuce qui est trop serré et qui ne permet pas le décalotage spontané du gland, notamment en érection, et qui peut être à l'origine donc de douleurs à la pénétration. On voit des hommes arriver encore aujourd'hui qui ont des douleurs à la pénétration, qui ont un phimosis après avoir eu une vie sexuelle difficile, compliquée, mais on en voit. On voit encore des hommes arriver à 35, 40 ans en consultation qui décrivent des douleurs à la pénétration, et en fait on se rend compte que c'est un phimosis. Ok. Donc ce prépuce a été l'objet de certaines controverses, notamment de la part de ceux qui sont contre la circoncision, parce qu'ils considèrent que la circoncision est un acte de mutilation génitale, au même titre que l'excision chez la femme. Parce qu'il faut savoir que certaines excisions chez la femme consistent au fait d'enlever le capuchon du clitoris. Or, on peut considérer que le capuchon du clitoris est un peu la même chose que le prépuce chez les hommes. Oui, c'est ce qu'on avait vu dans l'épisode sur le clitoris. Voilà, ça on peut oui. Voilà. Et que donc, couper le prépuce, ce serait l'équivalent de l'excision, couper le capuchon chez les femmes. Mais là-dessus, il n'y a pas de consensus du corps médical. C'est-à-dire qu'il y en a qui le pensent, et il y en a qui pensent que non, c'est pas du tout ça. Exactement. Et puis, il y en a certains qui disent que le prépuce est aussi une zone de plaisir importante. Et que dans ce prépuce, il y a aussi des récepteurs au plaisir. Et que si on enlève une partie du prépuce, alors on enlève une partie aussi de la capacité de l'homme à ressentir du plaisir. Bon, ça, c'est très controversé. Il y a quand même beaucoup d'études qui ont montré que les hommes circoncis n'ont pas moins de plaisir que les hommes non circoncis. Le peu d'études qu'il y a sur ce plaisir démontre qu'il n'y a pas de différence. Pourtant, quand il y a des, notamment par exemple, on peut dire que le gland des hommes qui sont circoncis, donc qui est tout le temps à l'air, va se kératiniser. C'est-à-dire, il va avoir une peau un peu plus épaisse. Et donc, la muqueuse va se kératiniser, c'est-à-dire devenir un peu plus épaisse, un peu comme de la peau, quoi. Ouais. Donc ça pourrait faire en sorte
que le toucher léger a moins d'impact, il y a moins d'effet du toucher léger. Mais on a vu déjà, de toute façon, que déjà le gland a peu de récepteurs au toucher léger. Donc les effets quand même sur la question du plaisir sont minimes dans la réalité. Et au niveau de l'hydratation, puisque tu disais qu'il y avait... avec le prépuce, il y avait un système, c'est le smegma, c'est ça ? Le smegma, etc. Donc j'encourage, moi, les hommes comme les femmes qui, je ne vois pas pourquoi on ne soignerait pas, on ne prendrait pas soin de ces zones génitales au même titre que d'autres zones du corps. Et donc j'encourage les hommes et les femmes, et notamment peut-être les hommes circoncis, à se mettre à appliquer des huiles, du beurre de karité, de l'huile de coco, par exemple, sur leur sexe, pour hydrater leur peau, enfin, je veux dire, comme une autre zone. Hein. D'accord. Comme leur corps, etc. Donc il faut... Ok. En tout cas, c'est tout à fait possible. Donc ce prépuce, il y a une autre zone du prépuce qui est importante, c'est ce qu'on appelle le frein du prépuce. Hein, donc le frein du gland, c'est cette zone qui est située donc à l'arrière, où on voit que le prépuce est attaché au niveau du gland. Et cette zone est très riche en récepteurs, notamment à la vibration. C'est une des zones, c'est une des zones les plus sensibles du gland, vraiment. Et c'est même une des zones les plus sensibles du corps, du pénis en entier. Le frein du pénis. Ça, il faut le savoir aussi pour les femmes, par exemple. Ça peut être intéressant pour des femmes, pour la stimulation du pénis, notamment lors d'une fellation, par exemple, ou même avec les doigts. Et en plus, lors de la pénétration, le frein est stimulé également par les va-et-vient. Hein. Donc ça stimule aussi le frein lors des va-et-vient. C'est aussi une zone qui est très stimulée, en fait. D'accord, très sollicitée. Très sollicitée. Et très sujette aux vibrations, du coup. Voilà, exactement. Okay. Là aussi, les études ont pu montrer que une des zones très énervées du prépuce, c'est ce qu'on appelle la bande striée. C'est-à-dire, c'est au niveau de... quand le pénis est en érection, oui. C'est les plis que fait le prépuce au niveau du gland. Du bout du gland. Exactement. Ça, c'est ce qu'on appelle la bande striée. D'accord. Et alors, c'est une zone qui est aussi très riche en récepteurs, au plaisir. Mais du coup, ceux qui sont circoncis n'ont pas cette partie-là. Ben, ils l'ont moins. D'accord. Eh oui. Donc, juste pour un petit mot sur la circoncision, je pense qu'on n'en parle pas assez de la question de la circoncision et qu'il y a beaucoup de circoncisions qui pourraient être évitées, notamment pour des raisons médicales, entre guillemets. Et selon l'Association française d'urologie, aujourd'hui, 67 à 96% des phimosis, donc je rappelle le phimosis, c'est le fait de ne pas pouvoir se décaler de façon spontanée dans l'enfance et l'adolescence, ou à l'âge adulte. Donc 67 à 96% des phimosis pourraient être traités médicalement et non chirurgicalement, donc médicalement par des pommades à base de corticoïdes, hein, et non par la circoncision. Donc globalement... 96%, enfin ouais. 76 à 96, c'est énorme, c'est ouais. L'immense majorité, quoi. Mais et pourquoi on opère alors dans ce cas-là ? Par facilité, Pour des raisons de croyance, pour des raisons de fausses croyances. De fausses croyances médicales où on se dit, pour régler, bistouri, quoi. Les médecins ne sont pas, exempts de fausses croyances. D'accord. Et oui, par des fausses croyances et puis par des traditions médicales qui ont la vie dure. Et les conséquences de la circoncision. Alors, dans les pays qui sont en voie de développement, par exemple, les conséquences de la circoncision, c'est clairement, globalement, jamais sur la sexualité. Mais par contre, il y a des conséquences médicales, avec quand même à peu près 40% de complications sur l'acte de circoncision, avec des infections, des hémorragies, la sténose du méa urétral, c'est-à-dire le trou pour faire pipi qui se ferme, et un taux de mortalité à 2 pour 1000. Le taux de mortalité de la circoncision est 2 pour 1000. Voilà, exactement. C'est colossal. Et oui. Donc, juste pour rappeler que, en fait, 96% des bébés naissent avec un phimosis, hein, donc c'est normal à la naissance.
et que à 17 ans, il n'y en aura plus qu'1%, sans aucun traitement. Ok. Voilà. Il faut être patient. Il faut laisser passer l'adolescence. C'est cela qu'on traite. Voilà. Okay. Alors, pour reparler du frein, donc on avait parlé un petit peu de frein, et donc notamment des récepteurs au plaisir dans le frein. Donc le frein, son rôle, c'est surtout de fixer le prépuce à la base du gland. Et on peut avoir ce qu'on appelle le frein court. Donc il y a certains hommes qui ont un frein trop court, ce qui leur donne un gland en forme de nez de Concorde. Tu vois, le gland qui penche vers le bas. Okay. Voilà. Donc ça entraîne donc une courbure du gland vers le bas, qui est dite en nez de Concorde. Et ça peut entraîner des douleurs lors des rapports sexuels, parce que ça tire trop sur le frein. Ça augmente aussi le risque de fissure et de rupture du frein. Alors la rupture du frein, c'est quelque chose qui est très hémorragique, donc c'est-à-dire que ça va faire beaucoup saigner. Par contre, c'est pas grave du tout. Donc on fait juste un point de compression, on attend que ça s'arrête, et puis ça cicatrise. Après, ça cicatrise. Parce que dans rupture de frein, il y a quand même rupture. Donc en fait, ça cicatrise tout seul, il faut juste... Ça cicatrise, oui. D'accord. Alors si on est vraiment inquiet, on peut aller consulter, hein, mais en général, ça cicatrise. Le frein court, il peut être aussi opéré, pour éviter les douleurs. C'est une cause fréquente de douleurs des hommes lors de la pénétration. Donc si un homme a une douleur lors de la pénétration, le mieux c'est qu'il aille consulter un urologue pour avoir pas un sexologue, mais un urologue pour avoir un examen physique de son pénis. Ok. Voilà, donc le frein, oui, peut se rompre, c'est vraiment sans gravité. Voilà, donc on va passer au corps du pénis. Ouais, on va en parler dans 15 jours. Ah ben alors très bien. Dans 15 jours sur le corps. On va se faire ça bien. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager cet épisode si vous pensez que ça peut éclairer des gens autour de vous, autant que ça m'éclaire moi, par exemple. Je te remercie à chaque fois de répondre à mes questions et d'être aussi clair dans tes explications. Vraiment, je trouve que c'est très appréciable et j'ai reçu quelques petits messages qui nous remercient de la démarche et de faire ça de la manière dont on le fait. Voilà, donc n'hésitez pas à le partager, vous verrez, vous aurez l'air super sympa en partageant ça autour de vous. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, abonnez-vous, laissez-nous un petit commentaire si vous le souhaitez et puis n'hésitez pas à aller jeter un œil aux livres de Céline qui sont disponibles chez Fayard. Le lien est dans la description de ce podcast. Voilà. À bientôt. À bientôt.